Bonjour, vous êtes à Léon de Soleil, bienvenue. Vous allez nous accompagner pendant une vingtaine de minutes avec un promeneur. Et nous allons voir la Guyane au fond de ses yeux, à la fois celle d'hier, d'aujourd'hui, avec des incursions vers le futur. Ce sera une surprise, mais surtout une balade. Installez-vous, écoutez. Bienvenue Christian. Alors je vous appelle Christian. Je vous appelle Christian parce que nous avons bien sûr des relations professionnelles et personnelles. Et je vous appelle parce que vous avez une histoire d'une longueur de 47 ans en Guyane. Et comme vous le savez, cette émission, c'est un itinéraire en Guyane dans les yeux de quelqu'un. Et vous êtes aujourd'hui le promeneur qui va nous emmener dans cette balade. Alors, premières impressions de Guyane, c'est la chaleur, les couleurs, les odeurs, qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors bonjour, bonjour effectivement. Bonjour Christian. Merci pour cette question-là, parce que c'est une question qui me ramène 47 ans en arrière. Là. On est direct. D'abord, à l'époque, quand on venait en Guyane, on venait bien sûr par l'avion, et on était un peu plus tard que maintenant, c'est-à-dire qu'on arrivait vers 5h30, 5h30 dans les années 73, quand je suis arrivé. Et donc, il ne faisait pas nuit, mais la première chose qu'on voit quand on arrive en Guyane en avion, c'est ouf, un enfer vert, entre guillemets. On pense que c'est un enfer. Pourquoi ? Parce que il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On ne voit même pas l'aéroport, qui est une toute petite baraque absolument invisible depuis le haut de l'avion. Et on finit par voir au bout d'un moment une espèce de grande tracée qui est la piste. Et il n'y a que ça qui est à peu près visible. Mais tout le reste, c'est de la forêt, mais le mouton. Ça donne un aspect moutonné, vert. Et on se dit, mais c'est là qu'on va aller. C'est assez extraordinaire, cette vision des choses. Et puis, dans la moiteur, quand on sort de l'avion, parce que ça, effectivement, moi, je n'étais pas du tout habitué. J'arrivais de Paris, donc j'arrive dans une moiteur qui est quand même conséquente en Guyane, qu'on peut ressentir pour n'importe qui a un peu voyagé et qui revient. À quelle époque ? C'est 73. Mais quelle saison ? Alors c'était en août, fin août, début septembre. Ah oui, donc en pleine saison sèche. En pleine saison sèche. Et pourtant, on ressent cette moiteur. On la ressent, évidemment, je ne me souviens pas s'il avait plu juste à ce moment-là un peu, mais ça m'étonne, je ne crois pas. Par contre, une autre ambiance tout de suite, on va à pied donc, avec son petit bagage dans ce qui servait d'aéroport, on peut dire, une petite baraque, et où il n'y avait bien sûr pas de tapis roulant, mais juste un tapis fixe, entre guillemets, un truc construit en bois, et où les gars amenaient les bagages un par un à la main, les posaient là-dessus, ça faisait une espèce de grosse pile, et il fallait se débrouiller pour sortir de là le bagage qui vous appartenait. C'était assez... Alors vous étiez le Parisien, mais vous étiez le Parisien, vous veniez d'où ? Alors bon, vous êtes universitaire, enfin vous avez une carrière universitaire. Oui, j'ai une carrière universitaire. Vous sortiez d'un campus Alors oui, je sortais en fait du campus de Perpignan, l'unité d'enseignement et de recherche de Perpignan, mais où j'étais allé pour 2 ans, parce que j'avais fait d'abord mes études à Paris, et j'étais rentré au campus de Perpignan, comment ça s'appelait ? Le Moulin à Vent. Ouais. L'UR de Perpignan, où j'avais fait des études à l'époque qui étaient physique, chimie, thermodynamique. On peut dire ça, quoi. D'accord. Quel est le rapport entre la Guyane et la thermodynamique ? En fait, je pense que le rapport numéro 1, c'est d'abord la question de la chaleur, puisque on sait très bien que la thermodynamique, c'est l'utilisation de la chaleur. Et en Guyane, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Mais ce n'était pas ça qui m'a fait venir. C'était le fait de voyager, de bouger. Il faut dire que avec ma compagne et moi-même, nous avions voulu voyager et on avait demandé un certain nombre d'endroits, si c'était possible, de travailler en coopération. Et tous avaient répondu non, on n'a pas de place. Et la Guyane, on n'avait pas demandé pour la Guyane, mais la Guyane nous a écrit en disant « mais nous, on a des places, si vous voulez, vous pouvez venir ». On s'est dit pourquoi pas, c'est une bonne solution. Hein. Et donc, du coup, on s'est retrouvés en Guyane, mais un petit peu, je dirais pas par hasard, mais puisqu'on a quand même voulu voyager. Mais ce n'est pas vraiment l'endroit au départ qu'on avait choisi. Mais alors vous atterrissez, vous avez pris l'avion, vous vous installez ici. Alors comment on s'installe ? Alors attention, parce que nous on arrive à Cayenne, on nous met dans une maison en construction, une bâtisse en construction, avenue de la République. Il n'y a rien dedans, c'est vide, c'est un terrain de football.
mais c'est juste pour passer une journée, parce qu'on va ensuite à Saint-Laurent-du-Maroni, le lendemain matin. Une expédition. Une expédition, à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez les restes de la route de Saint-Laurent. Il y en a encore quelques-uns. Quand vous prenez la grande route, parfois vous avez des petits chemins vicinaux qui passent à droite et à gauche. C'est les restes de la route de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle était toute comme ça à l'époque. Et il fallait passer le bac à Cayenne. Un premier bac à Cayenne et qui était à 18h. Après, c'était fini, quoi. Après, il fallait faire un grand tour si on voulait aller à Saint-Laurent. Et donc, on est monté à Saint-Laurent. Et quand on est arrivé à Saint-Laurent le soir, c'est des personnes de l'éducation nationale, puisqu'on était venus pour ça, de la météo, qui nous ont accueillis. Et on s'est retrouvés vraiment... alors là, c'est encore plus profond que Cayenne au niveau de la forêt, puisque Saint-Laurent, on était dans une maison qui était entourée par les arbres, par les bêtes, par les bruits, la nuit et tout. Pour des gens qui viennent de France, c'est surprenant. Et il y a des odeurs, bien sûr, les odeurs de la forêt la nuit, mais aussi les bruits, les ambiances. Voilà, on peut dire qu'on est complètement ailleurs. Alors, hormis les préjugés qu'on peut avoir quand on est un jeune Parisien, perpignanais, qui a lu des livres de Kipling, par exemple, ou d'autres, est-ce que, au-delà du préjugé, on perçoit quelque chose qui ne correspond pas du tout à la perception qu'on pouvait avoir de loin ? Oui, parce que non, alors c'est sûr que, enfin personnellement, j'ai perçu quelque chose de tout à fait différent de ce que j'imaginais. J'imaginais pas ça. Donc ça c'est sûr. Pour moi c'était attirant, je pourrais dire ça. C'était attirant. Cette omniprésence de la forêt, de la faune, de la flore, et ces humains qui essayent à la limite d'exister dans cet environnement, qui se rassemblent pour essayer d'exister, nécessaire, ils se rassemblent de façon nécessaire. Je n'attendais pas ça. J'avais vu effectivement certaines forêts en France, tout ça, bon, mais ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Le côté inextricable de la forêt guyanaise, disons la forêt primaire guyanaise, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on ne l'a pas vu. Par contre, ma compagne, elle a réagi d'une façon assez négative à ça. Elle a voulu retourner. Mais elle est restée, mais elle a voulu tout de suite, je ne veux pas rester là, je ne veux pas, c'est pas possible. Elle a senti quelque chose qui était oppressant pour elle. Mais moi, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'était nouveau, donc intéressant. Alors, qu'est-ce qui a décidé votre compagne à rester ? Le fait qu'on avait quand même 2 postes. Elle avait un poste d'enseignant en anglais, moi j'avais un poste d'enseignant en mathématiques, ce n'est pas ce qui me plaisait le plus, mais c'est ce qu'il nous avait proposé. Donc quand on est jeune, on avait 23 ans, 24 ans, quand on est à cet âge-là et qu'on a des postes qu'on vous propose, on ne les refuse pas comme ça, quoi. Donc on a discuté et puis elle a fini par rester. Mais ceci dit, elle est restée 3-4 ans, puis après elle est partie. Mais donc ce n'était pas le club Méditerranée quand même. Ah non, pas du tout, non. Ah non, pas du tout, non. Je me souviens qu'on a vécu à Saint-Laurent dans une maison qui était... Alors, c'était pas la Dacha, si certains connaissent la Dacha, c'est une maison qui est au bord de la rivière, perdue vraiment dans la forêt, mais on n'en était pas loin. On était chez Léo de Saint-Laurent-de-Maroni, pour ceux qui connaissent. C'est une maison qui est un petit peu sur la route de Saint-Louis, et qui est effectivement, pas perdue, mais assez isolée dans la forêt, quoi. Autour, il y a la forêt. Et donc le soir, quand on va pour dormir, on entend les bruits de la forêt. Alors vous restez, Christian, alors vous restez pour quelle raison ? Alors je vois bien, il y a une attirance pour la forêt. Et les gens, qu'en avez-vous pensé ? Quelles sont vos impressions Voilà, ça c'est une expérience on ne peut pas refuser une expérience comme ça. On est avec des jeunes du pays. On apprend à connaître le pays à travers ces jeunes, quoi. Et ils étaient magnifiques, ces jeunes-là. Je ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui, on dit beaucoup de choses. Mais à l'époque, vraiment, ils en voulaient, quoi. Ils étaient là, le professeur était là, on voulait apprendre. Bien sûr, on blague un peu, on parle un peu en classe, mais d'une façon générale, ils en voulaient. Et ça a donné des gens par la suite qu'on connaît ici, Franck Compère de Saint-Laurent, des gens comme ça, quoi. Cyril Flora, etc. Ils étaient là, ils étaient à Saint-Laurent, ils étaient à l'époque en train d'apprendre des choses nouvelles. Alors moi j'étais prof de maths, mais en fait j'étais pas un vrai professeur de mathématiques. J'étais un gars qui sortait de l'université et qui connaissait les maths, quoi.
Alors, Voilà. ils vous font découvrir ce qu'ils sont. Donc, c'est une communauté de personnes qui vivent. Alors, principalement des filles et peu de garçons, dites-vous. Oui. Pour quelle raison? Alors ça, j'ai jamais trop su pourquoi. Est-ce qu'il y avait une nécessité de rattraper peut-être la formation chez les filles, donc qui fait qu'ils étaient plus nombreux? Mais non, j'ai pensé à un moment donné que c'est parce que les garçons s'étaient dirigés plutôt vers les CET. J'ai pensé à ça, mais je ne l'ai pas vérifié. Les collèges d'enseignement technique. Oui, les collèges d'enseignement technique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression que c'était une espèce de rattrapage de situation. J'ai la perception que c'était un peu ça, peut-être. Alors, on va poursuivre la promenade. Donc, vous voyez ces élèves, mais à un moment donné, vous sortez. Vous êtes à Saint-Laurent, vous sortez, Oui. vous avez visité. Alors que Oui. où vous guident vos pas? Faire un tour à Saint-Jean, voir comment c'est. Bon, c'est normal. Nous, on était à Saint-Louis, donc on était entre les deux. Donc, on prend la voiture, on va se balader, on va à droite, à gauche. Puis on vient aussi à Cayenne. Bon, à Cayenne, il y a des choses qui se passent, bien sûr, aussi, assez extraordinaires d'ailleurs. Mais quoi, par exemple? la rencontre avec notre cher Rajou, le gardien de... Nestor Rajou. Ouais, mais attention, c'est pas Nestor. Hein. Non, c'est un de ses frères. Au moment où on va pour rentrer dans l'hôtel, il y a ce monsieur qui s'adresse à ma compagne en lui demandant son numéro de chambre. Alors, c'était pas commun. Alors, c'était pas trop commun. Alors, je lui dis, si tu as des choses à demander à ma compagne, tu me les demandes à moi. Ce sera plus simple. Et la suite? ça lui a pas plu, mais il a rien dit sur le moment. Et le matin, quand on s'est levé pour aller prendre la voiture qu'on venait d'acheter, parce qu'en fait, on avait garé la voiture en bas, qui était une 4L de base, les 4 pneus de la voiture étaient crevés. À coup de couteau. Donc comme moi je connaissais personne d'autre et que j'avais pas d'ennemis, on venait d'arriver, ça a fait un tour dans ma tête, j'ai dit bon, il s'est vengé quoi. Alors police, enfin toute l'ambiance connue, alors la police qui vient, qui demande ah Keta, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'établissement. Et finalement cette ambiance-là, il a nié bien sûr, il a nié, bon moi j'ai changé mes pneus, à côté 4 pneus, bon c'est la vie quoi. Mais on s'est retrouvés quelques années après, quand j'ai commencé à habiter à Montjoly, et on s'est recroisés au Montjoly Bar. Et là, j'arrive au Montjoly Bar, tranquille, pour prendre des boissons, parce qu'à l'époque, le Montjoly Bar était ouvert la journée et vendait des boissons. Il faisait un peu guinguette. Ah oui, c'est une institution, le Montjoly voilà. Bar. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à ce moment-là, il me voit, et il me dit « Salut !» Alors moi, bon... Je vois qui c'est. Bon, à l'époque, je voyais bien. Hein. Donc, je réponds pas. Salut. Je réponds toujours pas. Il finit. Salut. Je regarde, j'ai fait ta gueule. C'était direct. Il dit qu'est-ce que tu as dit? Je dis t'as bien entendu. J'ai dit ta gueule. Mais Rajou, c'était Monsieur Muscle, hein. Monsieur. Comment dirais-je? Oui, il était. Oui. Il faisait de la culture là pour avoir des muscles et tout ça. Oui. Alors, il vient vers moi et puis. Il dit, on me dit pas ce genre de choses, et puis il veut me foutre une baffe. Alors évidemment, j'étais un peu spécialement entraîné, à l'époque je faisais un peu de karaté, donc j'essaye d'éviter la baffe, moi il me frôle un peu. Et puis le patron du Montjoly Bar qui arrive, qui dit, ah, messieurs, arrêtez et tout. Et puis, alors il y a une ambiance pas possible qui se met en place, mais moi je me fais pas peur, quoi. Hein. J'ai dit, voilà, j'ai 24-25 ans, j'ai la tête un peu brûlée, à cet âge-là, bon, c'est normal. Oui, on n'a peur de rien. Hein. Oui, on n'a peur de rien. Et donc, et puis je dis, mais... Il me dit, pourquoi tu dis ça? Mais je dis, pourquoi tu as crevé les pneus de notre voiture? Il me dit, c'est pas moi. Je dis, c'est pas vrai, c'est toi, ça peut être que toi. Il n'y a personne d'autre qui pouvait me faire ça. Je vois pourquoi on m'aurait fait ça. Oui, surtout les 4 pneus. Les 4, il y a un truc qui va pas là. Désir de vengeance. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Et je lui dis, il y a une chose que tu sais pas, et c'était vrai d'ailleurs à l'époque, j'avais déjà rencontré André Lecante, oui. Pour dialoguer, pour parler de choses, le médecin. Mais c'était pour... Vraiment, on était devenus amis. Et je lui dis, il y a une chose que tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que je fais, tu sais pas qui je rencontre, et tu crèves les pneus de la voiture. Ça se fait pas. Alors il dit, mais tu rencontres qui? Je dis, par exemple André Lecante, ça me vient comme ça. Et puis alors là, il sursaute, il dit, tu connais Lecante? J'ai dit, bien sûr, c'est un copain. Ah, il dit là... Là, il rembourse ses 4 pneus. Ah oui, il dit là, franchement, Lecante, c'est mon patron, c'est mon boss.
Et c'était vrai en plus. Ah ouais. Tu vois, donc voilà les ambiances de Guyane. Voilà, bon, ceci dit, ça fait partie des choses de la vie, quoi. Alors, l'on s'est serré la main, mais évidemment, il a serré très très fort pour montrer qu'il avait de la poigne. Moi aussi, bon, puis voilà. Et puis il tirait vers le bas. Oui, ça rappelle Macron et Trump. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Ah ouais, Mais ceci dit, on est devenus potes après, et il m'a dit, Christian, si tu as un problème, tu m'appelles, je règle le problème. Malheureusement, il s'est fait avoir un jour, je crois, un accident bête, quoi. Ouais. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Alors, donc on voit cet incident, cette aventure. Oh, là, parmi tant d'autres. Connaissance avec donc une partie du corps social de la Guyane. Hein. Ouais. Ça ressemble à quoi, la Guyane que vous rencontrez à cette époque-là? Quelle est-elle? Elle a quelque chose de commun aujourd'hui, ou est-ce que vous seriez incapable? Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. De la décrire. Moi, quand je suis venu à Cayenne, c'était 2 ans après. Je me souviens que la maison où je suis toujours là, rue Vermont-Polycarpe, on s'asseyait l'après-midi sur un banc à l'extérieur. Il y avait une voiture qui passait toutes les 3 heures. Généralement, il s'arrêtait, il mettait la voiture sur le côté. Et puis, il venait avec nous pour faire de la musique, pour discuter, pour jouer un coup de guitare, pour parler de choses et d'autres. Et on passait l'après-midi comme ça, quand on avait du temps libre, hein, sinon on bossait. Mais c'était ça, la Guyane, c'est-à-dire, c'était ouvert. La maison était ouverte, il n'y avait pas histoire de grille, de porte fermée, tout ça, c'était ouvert. Je me souviens qu'une fois, j'avais laissé sur la place des Palmistes, j'avais oublié ma voiture sur la place des Palmistes en pensant qu'elle était chez moi. J'étais rentré, et puis le matin, je me suis levé en disant, mais on m'a volé ma voiture ou quoi? Et puis finalement, bon, je vais pour aller déposer plainte à la police, et puis en arrivant du côté de la police, qui était en avenue de Gaulle, tout d'un coup, je me dis, ah mais non, mais place des Palmistes, et je vois la voiture. Et la voiture était les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, il y avait le portefeuille sur le siège. Ben, il était toujours là. Et il y avait toujours l'argent dedans. Ça, c'était la Guyane des années 78, 76. Il n'y avait pas du tout ce problème qu'on a aujourd'hui de sécurité, pas du tout. Alors, il y a un point de vue qui est intéressant. Vous êtes musicien. Vous avez appris le piano. Ouais. On vous voit dans des soirées. Ouais. Vous le faites ici. C'est partie de ma passion. Il y a un public. Comment s'exprime ce talent chez vous ici en Guyane? Bon, alors... J'ai pu faire quand même un certain nombre de choses, mais c'est un peu pauvre, ce développement musical en Guyane. Je veux dire pourquoi. Hein. Il y a de la musique en Guyane, mais essentiellement, ce qui est central, c'est la musique de carnaval. Si on ne fait pas partie d'un groupe de carnaval, c'est difficile d'avancer dans le sens musical, parce qu'il y a peu d'occasions et peu de possibilités de faire autre chose que de la musique de carnaval. Mais on a pu quand même en faire dans les années 80 jusqu'aux années 90, 95, disons. On a pu faire des choses quand même. Il y a eu quand même des choses qui se sont faites, festival de la musique à Kourou, etc. Bon, nous-mêmes, j'ai organisé le festival Guyane Afrique, dans lequel on a joué. Donc à l'époque, j'avais effectivement formé une petite formation. On était 8, 9, je crois. Ça s'appelait Zarok. Hein. Et notre musique était une musique internationale. Donc ça existait. Mais ça n'a jamais pris une ampleur telle que des gens puissent vivre de ça. Forcément, les musiciens de Guyane avaient besoin d'une autre activité professionnelle pour pouvoir subsister. Alors, soit ils étaient profs de musique à l'école, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de musique, hein, donc c'était à l'école normale, l'école de, comment dirais-je, les CES, les CET, enfin, les lycées, l'école publique. Oui. Soit ils étaient fonctionnaires, comme moi d'ailleurs, enseignants ou autre chose. Et donc on faisait la musique comme une passion. Mais vous étiez pianiste. On ne va pas dire que le piano, dans la musique guyanaise, soit un instrument de référence. Eh bien, c'est... Oui et non. Oui et non, parce que je me souviens c'était en 76, 77. En 76, j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que ça ne m'allait pas. Hein, bon, ça fait partie des combats de la vie. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que je fasse quelque chose. Et je me suis baladé à Cayenne. À l'époque, j'étais à Cayenne. Et puis j'entends un piano qui joue ici, dans cette rue. Puis je vais un peu plus loin. Puis j'entends un autre piano qui joue. Et en fait, j'ai été voir ces gens-là, en leur dire, ça vous intéresse que je regarde si votre piano fonctionne bien? Parce que comme j'avais joué du piano M, je savais comment à peu près ça fonctionnait, un piano. Même si je n'étais pas un spécialiste. Et ils m'ont dit oui, parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de ça. J'ai dit bon, ok. Et je suis devenu comme ça quelqu'un capable de
réparé, accordé, tout ça, de cette façon-là. J'avais déjà essayé avant, mais pas de cette façon aussi intense. Et il y avait quand même à l'époque une bonne trentaine ou quarantaine de familles qui avaient un piano droit chez eux. Alors je pense à Madame Zulé-Marot, Madame Danglade, des gens comme ça, quoi. Et c'était assez répandu, le piano acoustique dans les maisons. C'était quand même assez répandu par rapport à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les gens n'ont plus que des systèmes électriques. Ouais. Alors, vous faisiez du piano, vous enseignez, vous accordez des pianos, mais il y a des loisirs en Guyane. Certains vont sur les fleuves, d'autres vont visiter ce pays. Est-ce que vous aviez, vous, l'âme d'un découvreur, ou vous vous contentiez de la périphérie de la ville? Non, j'ai fait ça avec on peut dire presque mon frère, Jean-Roland Vert-de-Rossa. Lui, à l'époque, il faisait les remontées de la Sinnamary jusqu'à Petit-Saut. Donc j'ai fait ça avec lui plusieurs fois. Il y a d'ailleurs une image extraordinaire dont je me souviens, non pas sur la Sinnamary, mais j'allais souvent à Suriname. Et franchement, cette traversée du Maroni, il n'y a pas d'équivalent nulle part, quoi. C'est quelque chose d'envoûtant, on pourrait dire. La traversée du Maroni en pirogue, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Hein. Alors évidemment, après, il y a eu le bac, mais on peut toujours traverser en pirogue. Et alors, on a une vue d'une autre rive qui semble loin, quoi. On se dit, mais c'est où? Et finalement, après, on traverse. Il y a quand même des vagues sur le Maroni. C'est pas tout tranquille. Il peut y avoir de la pluie. Ça peut être venteux. Il n'y a pas d'équivalent. Je ne connais pas d'équivalent ailleurs. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé, mais je ne connais pas d'équivalent à ça. Et ça, c'est une image très particulière. Et je peux comprendre que des gens viennent en Guyane, ne serait-ce que pour ça. Pour les remontées de fleuves, pour aller... Voilà. Sinon, j'ai fait des petites balades à Maripasoula à l'époque. Donc Maripasoula, alors là, si vous cherchez un endroit pour être vraiment perdu dans la forêt, c'est Maripasoula à l'époque. Et puis là, c'est vraiment avec les gens qui vivent là, quoi. Alors vous restez, alors est-ce que c'est du fait que vous ayez un métier, que vous connaissiez des gens, que vous avez donc une vie sociale, vous découvrez ce territoire, et qu'est-ce qui vous amène à rester? C'est l'inertie ou c'est un ancrage qui vous tient? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai constaté qu'en Guyane, il y avait énormément de choses à faire. C'était intéressant, la Guyane. Parce qu'il y avait beaucoup de possibilités de faire des choses. Déjà, sur le plan musical, à l'époque, on acceptait toutes sortes de musique ici. C'était quand même accepté. On n'était pas dans le style qu'on a aujourd'hui où c'est la musique commerciale. Non, on s'était ouvert. Je me souviens, les frères Serrotte, Simon, Sylvestre, ils écoutaient les Jazz Crusaders de la Californie, voilà, etc., etc. Donc, il y avait ce côté très ouvert. Et puis, il y avait aussi... J'avais envie de faire des choses. Et notamment, une chose qui m'a un petit peu... comment dirais-je... oui, tenu en Guyane, c'est les deux objectifs. Un, j'étais on peut dire un fabricant... j'étais un électronicien, on peut dire, quelque part dans l'âme, puisque j'avais fait des études pour ça. Et je fabriquais du matériel, et j'avais envie de fabriquer un matériel qui tienne en Guyane, parce qu'avec les problèmes de l'humidité ici, donc j'avais monté une petite structure qui fabriquait des choses, et qui étaient en fait des appareillages qui étaient, on peut dire, tropicalisés, mais c'est le mauvais terme, c'est carrément équatorialisé, quoi, on pourrait dire. Oui, donc protéger contre l'humidité, la corrosion, les bêtes, la corrosion. Avant le laboratoire du même nom qui a été créé bien plus tard. Oui. Alors, à cette époque-là, vous êtes... parce que vous avez terminé votre carrière universitaire comme responsable du département de génie électrique. Alors ça, c'est bien après, quand même. Ça, c'est bien après. Donc, vous êtes un peu le professeur Cosinus. Hein. Oui, on peut, oui. Tournesol. On vous a connu comme ça. Tournesol. Tournesol, comme vous voulez. Donc, vous mettez au point ces matériels. Alors, ils ont été réalisés? Ah oui, bien sûr. À l'époque, l'aéroport Rochambeau, le deuxième, pas le tout premier où je suis arrivé, mais le deuxième, où il y avait des poutres en bois lamelé, là, qui est magnifique d'ailleurs. On a fait on a construit, notre équipe, on était à 2 ou 3, on a construit tout le système de sonorisation de l'aéroport qui marchait parfaitement. On a logé une centaine de petits haut-parleurs dans les poutres, une dizaine de petits amplificateurs qui étaient pilotés par un système central.
Et voilà, on a travaillé. C'était à l'époque où, comment elle s'appelait elle est très connue à l'aéroport. Elle était très connue, elle travaillait à la chambre de commerce. Marie-Jeanne. Voilà, c'est l'époque de Marie-Jeanne. Et donc, le responsable de la lyre cayennaise, j'oublie son nom. Ouais, son frère était directeur de l'aéroport à l'époque. Cyril. Cyril ? Non, c'est pas ça ? Non, enfin bref. Ça me dit rien. Ouais. Et donc, on a construit ça. On a construit le système de sonorisation, alors avec André Lecomte, qui était maire de Montsinéry, le système de sonorisation de Montsinéry, de la salle de réunion. Je ne sais pas s'il est toujours là, à mon avis, non. Maintenant, ça fait longtemps. Mais c'est des systèmes qui ont fonctionné pendant 10 ans, sans jamais aucune défaillance, parce qu'ils étaient prévus pour être dans ces conditions-là. Alors, vous étiez un inventeur ou un bricoleur de génie. Génie, ça n'a pas donné. Sans bouillir. Oui, mais justement, on va y venir. On va modérer cette appréciation qui ne s'est pas transformée en homme d'affaires, en fait. Non. Il y avait quelques idées de brevets à droite à gauche, mais ça n'a jamais donné suite, vraiment. Bon, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, bien sûr. Et puis on a construit aussi, c'est vrai, à l'époque, le matériel de base qui a servi pour les mécènes, pour ce groupe mythique. Les mécènes pour le carnaval, on a fait venir du matériel, on a construit aussi pour eux, quoi. Donc à l'époque, c'est ça qui me tenait. Et le deuxième aspect, j'ai dit, il y a deux aspects. Il y a un deuxième aspect, c'était la mise en place d'une manifestation de haut niveau. Et ça, c'est le Festival Guyane-Afrique, c'est les années 86-87. Et là, c'est avec Gilles Aubringer. Gilles Aubringer de... C'était quoi ? C'était... aujourd'hui, c'est Claudicia qui remplace cette émission. Canal Tropical. Et il y avait le journaliste de Libération qui était venu en Guyane, Philippe Conrad. Et en fait, ces gens-là avaient dit « Oh, il se fait rien en Guyane, il se fait rien, il n'y a rien qui se fait. » Et nous, on avait entendu ça, on a dit « Mais comment ça, il n'y a rien qui se fait en Guyane ?» On avait appelé tout de suite RFO à l'époque. Oui, c'était RFO. Ouais. Et on leur avait dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas dire qu'il ne se fait rien. » Et Gilles, je me souviens de sa réponse au téléphone « Ah, enfin quelqu'un qui réagit !» Et on est allé les voir et on a discuté avec Philippe Conrad et Gilles Aubringer. Et eux, c'est eux qui organisaient Africolor, tous ces trucs-là. Et ils nous ont dit, mais pourquoi vous n'organisez pas un festival avec l'Afrique sur la Guyane ? Et je me suis dit, nous on avait fait pas mal de choses avant. On avait fait des spectacles, des trucs. Je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et du coup, on a lancé le festival Guyane-Afrique en 86. Il a eu lieu en 87, dans 2 semaines. Et c'était, à mon avis, jusqu'à ce que j'ai pu voir aujourd'hui, la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu en Guyane, puisqu'elle a eu lieu dans toutes les villes en même temps, c'est-à-dire Cayenne, Sinnamary, Kourou, Saint-Laurent, pendant 2 semaines, et avec plus de 90 artistes extérieurs et 200 artistes locaux. Alors, on se souvient que ça avait été effectivement, ouais. C'est un événement qui a frappé les esprits à l'époque. Oui. Et apparemment, les gens se sont découverts. Alors, découverts eux-mêmes, ils se sont découverts souvent même à travers des artistes qui sont venus d'Afrique, oui. Notamment, comme les Africains se sont découverts aussi. Absolument. D'eux-mêmes avec les artistes qu'ils ont rencontrés. Alors, mieux que ça, puisque Doudou Ndiaye Rose est allé sur le fleuve et a rencontré les bonnies du fleuve. Oui. Les bonnies du fleuve, et ça, c'est... On retrouve ces données-là dans l'INA encore. Il y a encore les images aujourd'hui où on voit la rencontre entre Moundou, le chef des bonnies, et Doudou Ndiaye Rose du Sénégal, avec toute son équipe de femmes et d'hommes batteurs. Ouais, une époque, à mon avis, c'est plus réalisable aujourd'hui, je crois pas. Pour quelle raison ? Les mentalités ont changé. Nous, on avait, pour faire le festival, 50 élèves des différents lycées qui venaient bénévolement pour travailler pour ça, pour faire le maximum pour que ce soit faisable. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faudrait payer tous ces gens-là. Ça coûterait une somme phénoménale. Ils n'accepteraient plus de faire avancer les choses comme ça. Et il y avait une vision du bénévolat pour des choses culturelles qui était réelle, quoi, qui était réelle. D'ailleurs, on peut leur rendre hommage, parce que si ça a pu exister, c'est aussi grâce à eux. C'est aussi grâce à eux. Bien, Christian, mais merci. C'est une petite partie de l'histoire. Je sais, nous aurions pu rester très longtemps, et peut-être y aura-t-il des suites. En tout cas, merci pour cette balade.
qui a duré une demi-heure. Une demi-heure. Et qui nous a permis... alors c'est vrai qu'on a surtout visité le passé, mais c'est une découverte, au sens où on voit à nouveau, n'est-ce pas, des choses, des événements, et surtout ce regard-là qu'on ne croise pas tous les jours. Donc merci d'avoir participé à cette promenade. Plaisir. Il faut me rappeler dans 10 ans pour qu'on parle du présent. Je vous rappellerai pour qu'on parle peut-être éventuellement de l'avenir, parce que là, nous sommes dans une grande zone d'incertitude, mais ça c'est autre chose. Ce sont les layons de la planète et ce n'est pas au programme d'aujourd'hui. Ceci dit, juste pour information, pour terminer, là actuellement je me dirige vers l'océan Indien depuis quelques années, probablement pour les mêmes raisons pour lesquelles je suis venu en Guyane à l'époque. C'est pareil. Bien, je vois donc vers quel horizon va se donner notre prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci d'avoir été moi. avec nous. Allez, avec plaisir. Et puis bonne continuation. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.